C'est l'heure de À l'affiche sur France 24. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, plongé dans l'univers troublant de David Cronenberg. Une exposition lui est consacrée dans sa ville natale, Toronto. À 65 ans, il est toujours le boss du rock américain. Bruce Springsteen sort un nouvel album entre reprises et inédits. Enfin, lunettes pour cyclope ou théière en forme de crâne. Les objets se font surréalistes au centre Pompidou, ici à Paris. Place d'abord donc à un maître du fantastique de la mouche, à Cosmopolis en passant par Crash. David Cronenberg s'est imposé par sa filmographie impeccable. Son prochain long métrage Maps to the Stars pourrait d'ailleurs être présenté à Cannes selon les dernières rumeurs. D'ici là, pour se replonger dans l'univers du réalisateur canadien, rendez-vous à Toronto où une exposition lui est consacrée. Éric Veillette l'a rencontré pour nous. Hi, I'm David Cronenberg. Du film d'horreur au thriller psychologique, David Cronenberg a exploré tous les genres. C'est ici, au Bell Lightbox, qui accueille chaque année le Festival international du film de Toronto, qu'il a lancé la majorité de ses films. La rétrospective qui lui est consacrée présente plus de 300 objets et artefacts. Croquis, plateaux de tournage, accessoires légendaires, et notamment la fameuse machine à téléporter du film La Mouche, un engin inspiré de la propre moto de Cronenberg. Je disais à ma chef décoratrice, il faut que ce soit très mécanique. Je sais que c'est censé être high-tech, électronique, mais je pense que visuellement, ce serait beaucoup plus fort si ça ressemblait à une machine. On pourrait mettre des rainures comme sur les climatisations par exemple. Alors je lui ai dit, viens dans mon garage, je vais te montrer ma Ducati 450 RT. Vous savez, cette moto italienne avec son beau cylindre et son super moteur. 10 minutes plus tard, elle avait démonté le moteur et elle l'embarquait dans sa voiture. Elle s'en est servie comme modèle. En vous baladant dans cette exposition, est-ce que vous voyez l'évolution de votre carrière ? Ce qui est intéressant, c'est que l'exposition montre comment les films sont interconnectés. Et ils ne sont pas seulement liés entre eux. Chaque film a été réalisé dans le contexte d'une époque, d'une culture. Je me souviens de jeunes cinéastes qui m'ont dit à propos du film Frisson, « Waouh, vous avez vraiment capturé l'essence des années 70. » Mais c'était les années 70. Les gens le regardent comme un film rétro. Mais en fait, quand vous faites un film, vous absorbez l'esprit du temps. Et c'est ce spectre du temps que montre l'exposition. Vous voyez les années 60, 70, 80, 90. Vous pouvez vraiment vous rendre compte des évolutions culturelles. Et c'est ça qui est génial. Vous êtes un cinéaste de renommée internationale. Vous auriez pu vous installer à Los Angeles, Londres ou Paris. Pourquoi avez-vous décidé de rester à Toronto ? En tant qu'artiste, vous ne pouvez pas vous installer n'importe où dans le monde. Vous trouvez l'endroit où vous vous sentez bien. Souvent, des artistes comme James Joyce ont quitté leur pays d'origine, l'Irlande dans son cas, parce qu'ils le trouvaient trop étouffant. Lui, par exemple, est parti en Italie pour finalement écrire sur l'Irlande. Pour réaliser des films, vous avez besoin d'un groupe de soutien émotionnel, culturel et logistique. Et j'ai tout de suite senti que Toronto était le seul endroit où je pouvais avoir ce soutien. À un moment, j'ai eu peur que ça ne puisse pas se faire. Je n'arrivais pas à réaliser mon premier long métrage ici. J'avais déjà fait des films sous le manteau ou des courts-métrages, qui sont montrés dans cette exposition d'ailleurs. Stéréo ou Les Crimes du futur. Finalement, ce sont les aides publiques qui ont rendu mon film possible. Ce genre de soutien n'existe pas aux États-Unis, mais vous l'avez souvent en Europe. Pour moi, Toronto, c'est à mi-chemin entre Hollywood et l'Europe, et je pense que mes films reflètent cette dichotomie. Je pense que vous pouvez voir ces deux influences dans mes réalisations. Si je m'étais installé à Los Angeles, vous n'auriez pas senti cette influence européenne dans mon travail, et je serais passé à côté. Si vous pensez à Hollywood, si vous vous dites « il faut que je sois un cinéaste hollywoodien », c'est très intimidant, surtout si vous ne vivez pas à Hollywood. Mais si vous vous dites
Ce sont les années 60, je fais ce qu'il me plaît, il n'y a rien à apprendre. Il me suffit de prendre une caméra et de suivre mon intuition et faire un film. C'est ça qui a commencé à influencer Hollywood, avec des films comme Easy Rider par exemple, faits par des gens alors complètement inconnus. Ça vous donnait vraiment la liberté de tout expérimenter, de montrer vos films à d'autres cinéastes. Vous n'aviez pas vraiment besoin d'un public, enfin d'un grand public. Pensez-vous avoir toujours la même liberté que quand vous étiez un jeune cinéaste? Je pense que la plupart de mes films se classent dans ce qu'on appelle désormais le cinéma indépendant. Par exemple, Robert Pattinson, quand nous faisions Cosmopolis, il m'a dit « Je n'ai jamais vu ça avant ». J'ai demandé quoi? Il a dit « Tu ne demandes la permission à personne quand tu prends une décision. Tu décides et on fait ce que tu dis ». J'ai répondu « Il n'y a que nous ici, on fait un film. Il n'y a personne d'autre, alors on y va ». Il n'avait pas connu ça sur les tournages de Twilight ou des quelques autres grands films hollywoodiens auxquels il a participé. Des films où il y a toujours un studio. Et ce que veut le studio? Si vous voulez changer la couleur d'un pull, il vous faut une autorisation écrite du studio. Donc, dans ce sens-là, je fais toujours du cinéma underground. Je ressens encore cette influence des années 60 et j'adore cette liberté. Puisqu'on parle cinéma, dans quelques heures, on connaîtra les nominations aux Oscars. Ne ratez donc pas à 14h50 heure française le décryptage de notre chroniqueur Thomas Borez qui vous donnera ses pronostics en vue de la cérémonie du 2 mars prochain. D'un maître du 7e art à un génie de la musique. Depuis les années 80, ses titres engagés racontent l'Amérique profonde. Et aujourd'hui encore, Bruce Springsteen garde espoir. I Hopes, c'est le titre de son 18e album. On y retrouve ses tubes, mais aussi quelques pépites inédites. Il vient d'un état populaire où les gens savent ce que c'est que souffrir. Et je crois que lui, il n'a pas oublié ça, il sait d'où il vient. Springsteen amène toujours des raisons pour rester debout. I have groups of material that I carry around sometimes, and I'm always when I have some free time, I'm always like, wonder what those guys are doing, and I'll go over and I'll visit a group of songs that maybe sometimes I got one that I keep going back to is 20 years old. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Voilà, vous l'avez compris, petit souci technique sur ce sujet, sur Bruce Springsteen, mais ça vous a donné l'occasion de réentendre quelques-uns de ses plus grands tubes que vous pouvez retrouver sur son album I Hopes 18e opus, donc du boss du rock'n'roll américain. On passe à un courant souvent exposé ici à Paris, le surréalisme. Le centre Pompidou nous présente des objets de tous les jours réinventés par Dali, Calder ou encore Picasso. Sean Rose est allé visiter l'exposition pour nous et a pu constater la place de notre quotidien dans l'un des plus importants courants artistiques du XXe siècle. Dans la vie, on est parfois confronté à des situations surréalistes, comme par exemple se prendre le pied dans une chaise inextricablement. Il faut dire que la vie moderne inspire le surréalisme et le design contemporain regorge d'objets bizarres. Une machine à espresso tordue et une théière en forme de crâne. Alors le surréalisme et l'objet, c'est une question qui se développe à la fin des années 20 lorsque les surréalistes prennent en compte le réel. Et ils le prennent parce qu'ils deviennent des membres du Parti communiste français. Et soudain, eux qui avaient nié le réel, c'est pour ça qu'ils avaient nommé leur mouvement surréalisme, se trouvent obligés de composer avec la réalité. Créateur de situations loufoques, Philippe Ramette est un digne héritier du surréalisme. Embarquement immédiat
au Centre Pompidou, à l'exposition Le surréalisme et l'objet. Parmi tous ces objets, il y a une œuvre qui a particulièrement attiré votre attention. Cette œuvre a d'une manière très simple et très directe, l'apparence d'un prototype. On pourrait dire que ce sont des lunettes pour cyclopes, même si on sait tous pertinemment que les cyclopes sont assez difficiles à trouver. Ici, nous avons une tête de taureau signée Pablo Picasso. Elle date de 1942. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? En tant qu'artiste, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le moment de la conception de cette œuvre, c'est-à-dire la réunion géniale de deux objets, un guidon de vélo et une selle de vélo, c'est-à-dire cette idée que les objets qu'on va reconnaître comme étant des objets du quotidien ont été réinterprétés. Et donc, leur statut est passé d'un objet pratique, à nouveau du quotidien, au statut d'une œuvre. Il semble que les objets quotidiens sont devenus ce que les surréalistes appelaient des psycho-objets, c'est-à-dire des objets qui ne sont plus déterminés par leur seule fonction, mais par la fantasmatique que l'on peut projeter sur eux. Et c'est valable, par exemple, pour les objets qu'on utilise dans les cuisines, qui semblent être des objets du pur désir. Regardez comment les designers leur donnent des formes suggestives afin qu'ils séduisent les ménagères dans leur environnement quotidien. Hier, mouvement d'avant-garde, le surréalisme est passé de la galerie à la boutique. Crayon, presse agrumes, l'objet surréaliste est devenu un objet de consommation comme un autre. Et voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On termine avec des images du festival Flamenco qui se tient à Nîmes. La ville du sud de la France prend des accents ibériques pour sublimer ses sonorités venues d'Andalousie. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Bienvenue et merci d'être avec nous. Reporter. L'exil sans fin des Tatars de Crimée. En mai 1944, un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Tatars de Crimée sont déportés en Asie centrale par Staline, qui les accuse de collaboration massive avec l'occupant nazi. L'exil commence pour ces turcophones musulmans qui régnaient jadis sur la péninsule ukrainienne. La chute de l'ex-URSS leur permettra d'entamer un retour vers leur terre natale. Mais leurs droits et leur identité peinent à retrouver une place dans une Ukraine métamorphosée et majoritairement slave. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.